Bonjour à tous. Merci de venir passer votre heure de dîner avec nous pour assister à ce webinaire co-organisé par le MAPAC et le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Je suis Sandra Dagenet, conseillère en transformation alimentaire pour la Montérégie. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'entendre M. Alexandre Côté, cofondateur de RevTech, et par la suite, M. Carl Fugère, président directeur général de l'usine Bleue, qui nous parlera de leur offre de services. Avant de céder la parole à nos conférenciers, voici quelques consignes d'usage pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous avez remarqué que le webinaire sera enregistré et bientôt disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC. Après chaque conférence, il y aura une courte période de questions. Vos caméras et vos micros sont présentement fermés. Vous pourrez donc poser vos questions via la zone de clavardage. Sans plus tarder, je vous présente notre premier conférencier, M. Alexandre Paré. M. Paré est diplômé du programme en génie mécanique de l'Université McGill. Il a fondé RevTech en 2016. L'entreprise se spécialise dans l'intégration de solutions robotiques sur mesure en utilisant différentes technologies telles que les robots industriels, les robots collaboratifs, les robots mobiles, la vision artificielle ainsi que l'intelligence artificielle. Vous voyez que c'est tous des sujets très, très d'actualité. Donc, sans plus tarder, Monsieur Paré, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame Dagenet. Merci aussi au MAPAC de nous avoir invités, puis le RAI, là, avec qui on travaille souvent partout au Québec là, pour ce qui est innovation technologique chez nos manufacturiers. Ça sera pas long. Donc, je me présente Alexandre Paré, je suis cofondateur de RevTech System. On est une entreprise basée en Beauce à Sainte-Marie. RevTech, on se spécialise, comme Mme Dagenet disait, en robotique, en automatisation, en vision industrielle, en intelligence artificielle. Puis on travaille avec différentes technologies au niveau de la robotique puis de l'automatisation. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on développe des solutions robotiques sur mesure pour pour le manufacturier québécois. Donc, autant dans le domaine de l'alimentaire, dans le domaine du bois, fibre de verre et autres. Puis, on essaie aussi beaucoup de former nos entreprises. On met beaucoup de valeur aussi sur le transfert de nos connaissances chez nos manufacturiers québécois parce qu'on veut vraiment on pense que l'avancement technologique au Québec va passer par l'adoption de nouvelles technologies, mais aussi par améliorer notre savoir-faire dans le domaine. On travaille avec plusieurs partenaires, différents partenaires comme ABB, Universal Robot, Yaskawa, Fanuc, Omron Alcon, Mir et plusieurs autres. En résumé, c'est différents manufacturiers de robots ou de diverses composantes ou logiciels au niveau de la technologie. Aujourd'hui, au menu, on va essayer de rendre ça le plus concret que possible. La présentation est vraiment basée, vous allez voir une étude de cas avec Boulangerie La Fabrique. Comment que Mathieu, qui est copropriétaire de Boulangerie La Fabrique, a réussi son premier projet en robotisation et en automatisation. Puis, vous allez voir qu'il a vraiment bâti là, sur le succès. Là. Présentement, Mathieu sont en train de réaménager dans un nouveau local qui est beaucoup plus grand. Puis, sont en train de faire la phase 2 de leur projet d'automatisation pour encore doubler leur production. Ensuite, on va regarder comment débuter concrètement. Fait que c'est vraiment basé sur qu'est-ce que nous, on observe en faisant nos tournées des manufacturiers québécois. C'est quoi nos recommandations, les manufacturiers les plus innovants, comment ils s'y prennent pour débuter concrètement dans l'innovation, dans l'automatisation. Ensuite, on va vous partager en cours de projet principalement, c'est quoi les bonnes pratiques. C'est quoi les bonnes pratiques à adopter pour être sûr qu'on réussit notre projet. Puis ensuite, ça va être un peu un recap, une prise de conscience que les projets d'innovation, ça n'a pas de fin. Fait qu'un peu d'être conscient de qu'est-ce qui vous attend après on va dire, la réussite du premier projet. Donc, on va commencer d'entrée de jeu. On va vous partager une entrevue que Maxime, qui est responsable marketing chez RevTech, a fait avec Mathieu pour discuter un peu de sa vision de la technologie. Vous allez voir, là, souvent,
on a encore trop l'image de la robotique associée un peu au domaine de l'automobile, où ce qu'on voit des investissements en robotique, en automatisation, associés à des manufacturiers qui vont produire du haut volume. Donc, ils vont avoir le même produit qui va être récurrent, qui va passer sur la ligne de production. Mais dans le cas de Boulangerie La Fabrique, c'est une boulangerie artisanale. Il y a beaucoup de mix de produits, de différents SKUs. Puis en plus de ça, dans ces produits, par exemple au niveau du pain burger, il y a il y a beaucoup de variabilité dans le processus manufacturier. Fait que vous allez voir que c'est réalisable et c'est pensable de, de- d'adopter l'automatisation et la robotisation, même dans ces particularités-là, où ce qu'on n'est pas dans le haut volume. Vous allez aussi voir, là, prendre en note l'impact du succès de son premier projet. Ça l'amène aujourd'hui à déménager dans un local plus grand, à rechercher à une phase 2, à doubler sa production. Puis aussi, je vous invite à écouter Mathieu sur, on va parler de retour sur l'investissement, de la rareté de main-d'œuvre, mais vous allez voir qu'on va le sentir, on va le voir un peu que c'est plus que le retour sur l'investissement. Ça fait partie d'une vision long terme, ça fait partie d'adopter une culture technologique. Fait que vous allez voir que c'est plus qu'un simple retour sur l'investissement et sauver des salaires au niveau d'un projet de robotisation et automatisation. Donc, bonne écoute tout le monde. Bonjour, aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu Veilleux, président de Boulangerie La Fabrique. Ça va bien, Mathieu? Oui, ça va très bien, toi? Good, ben oui, ça va très bien. Alors, je vais te laisser te présenter, Mathieu, aux gens qui se connectent avec nous. Qu'est-ce que le Boulangerie La Fabrique fait actuellement là, à Québec? Boulangerie La Fabrique, c'est une entreprise qui est en opération depuis maintenant presque 13 ans. On est situé à Québec, dans le parc industriel, dans le secteur de Vanier. Puis, la mission, en fait, de Boulangerie La Fabrique principale, c'est de fournir des restaurateurs, des hôteliers, des cafés en produits de boulangerie. Combien d'employés vous avez actuellement environ? On est rendu à 28 employés. Avant la mise en place de l'automatisation, quels étaient les principaux défis que vous rencontriez avec votre processus d'emballage? Eh bien, en fait, à l'époque, quand on a commencé à travailler ce projet-là, on était en forte phase de croissance et l'emballage reposait directement sur l'effort humain. Donc, on était encore à ce moment-là, à l'étape où les pains étaient mis à la main dans les sacs et tout. Et notre force de frappe au niveau des pains burgers, notamment, était en forte croissance. Donc, c'était plus soutenable de faire reposer la productivité sur les gens. Donc, c'est là où on a fait appel à vos services. Donc, pour l'implantation de cette ligne-là, là, automatique. Au niveau de cette ligne-là, quand vous parlez des pains hamburgers, c'était sur combien? Sur combien de quarts de chiffres environ? C'est quoi, sur un quart ou En deux? fait, c'était quand même uniquement sur un quart de Sur un travail, quart? OK. mais c'était en fait, ce poste de travail-là était rendu un peu aliénant. Fait quand tu es à la journée longue face à un mur, à rentrer des pains à la main, c'est pas très motivant. On avait quand même un bon taux de roulement à l'époque là, sur ces postes-là. Donc, de là, oui, on voulait investir dans la productivité, mais également dans la qualité du travail qu'on offrait aux gens là, dans ce secteur-là. OK. Et au niveau du processus d'emballage, pouvez-vous décrire en détail comment le système de convoyeur mis en place a amélioré le processus d'emballage? Oui. En fait, on n'a pas. C'est un investissement qui nous a permis, en fait, on n'a pas coupé de poste. Simplement, c'est qu'avec le même nombre de personnes, on était capable là, à l'époque, je pense qu'on était capable de quadrupler la production d'emballage pour ces produits-là. Donc en fait, les gens avaient plus à se concentrer sur la gestion de la qualité plutôt que de courir puis se dépêcher à mettre des pains dans les sacs. Donc, dans le fond, avant, simplement, on avait des employés qui mettaient des pains dans notre trancheuse. Et du moment que le pain sortait de la trancheuse, ben avant, les gens le prenaient à la main, le mettaient dans les sacs. Donc maintenant, la façon qu'on fonctionne, c'est du moment que le pain sort de la trancheuse, ben il y a un système de convoyeur, il y a le robot qui est là, qui place les pains, qui positionne les pains et qui ensache les pains, je vais utiliser ce terme-là, là,
directement. Là. Donc, les gens n'ont plus à courir là, pour soutenir là, notre capacité de production. On a pu mieux contrôler nos taux de rejet là, parce qu'évidemment, à l'époque, les gens se dépêchaient à mettre les pains dans les sacs. Ça arrivait des fois on avait certaines plaintes des clients parce qu'on n'avait pas bien fait le tri. On fait des produits artisanaux, donc c'est pas les produits sont pas toujours parfaits hein, pour les clients. Donc là, maintenant, on a la capacité de pouvoir faire un meilleur tri, sachant que la capacité de production ne repose plus sur l'humain, mais davantage c'est le robot qui gère cette capacité de production-là. Comment que vos employés ont réagi face à, on va dire, à une nouvelle technologie, des robots qui arrivent, il faut travailler maintenant avec de nouveaux processus. Alors, comment ils ont réagi face à tout ça? Ben, en fait, on a eu deux types de réactions, là. C'est sûr que les employés qui étaient directement affectés par l'investissement, pour eux, c'était un peu libérateur, là. Donc, on n'a pas eu une grosse job de vente à faire auprès de ces employés-là. Ils étaient un peu surpris du fait que ce soit un robot, que ce soit la solution. Mais quand on est avec le concept et tout ça, il y a quand même eu une adhésion qui a été quand même rapide. C'est sûr, par contre, que nos boulangers, eux, se questionnaient davantage de ça. Donc, on fait de l'artisanat, hein. Donc, ces employés se questionnaient un petit peu plus sur la pertinence de l'investissement. Mais quand ils ont vu après quelques temps que l'investissement aidait pas juste, en fait, aider l'équipe, donc ça- ils ont rapidement acheté ce projet-là. Là. Comment vous estimez ou mesurez vos gains potentiels, disons, avant de décider d'installer un robot? Ouais. Est-ce qu'au niveau de la C'était, planification, ben, pour nous, à l'époque, c'était un investissement qui allait de soi, puis c'était quand même un investissement qui était somme toute, je veux dire, c'était important, mais je veux dire, considérable? c'était considérable, Oui. mais tu sais, notre objectif, c'était de le rentabiliser en dedans de 2 ans, puis juste le fait de quadrupler notre capacité de production faisait en sorte que on rentrait amplement à l'intérieur de ce, de ce barème-là. Là. Donc, ça n'a pas été une décision qui était très compliquée à prendre d'un point de vue financier. On a, on va dire comme ça, un retour sur investissement au niveau financier, puis on a aussi la rétention aussi des employés qui restent chez vous là, depuis quelques années. Alors, on pourrait pas dire que on pourrait dire que ce sont deux gains potentiels. Là. Quelles sont les recommandations que vous donneriez à d'autres entreprises qui décident ou qui envisagent d'investir dans l'automatisation pour se lancer, pour résoudre des problèmes un peu similaires aux vôtres? J'ai juste le goût de répondre très largement. C'est de ne pas avoir peur d'aller voir ailleurs là, dans l'automatisation, ce qui se fait de ce côté-là. Là, nous, ça a été... on n'était pas convaincus au départ dans la démarche initiale, en ce sens que quand on a fait affaire avec vous, Restec, on s'attendait peut-être à une solution autre qu'un robot, mais finalement, au fil de cheminée puis que le projet évoluait, on s'est rendu compte que c'était la bonne option. Fait que j'ai juste le goût de répondre largement que faut demeurer curieux puis de pas avoir peur de regarder vers l'automatisation puis d'investir dans les robots. Ça peut souvent être de très bonnes solutions. Ouais, je pense que ça prend quand même des bonnes recherches, disons. Je pense que quelqu'un qui veut se lancer en automation ou en robotique, je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire, aller voir un petit peu partout. Il y a plein de salons, les sites web, il y en a tellement. De voir un petit peu peut-être aussi d'autres domaines aussi, parce que vous êtes vraiment dans le domaine alimentaire, mais il y a d'autres domaines aussi qui peuvent peut-être vous influencer, vous donner des idées. Merci beaucoup pour l'entretien. Très, très Oui. instructif. Alors, j'espère que les gens vont aimer, vont poser des questions. Donc, si on revient un petit peu là, au niveau du concret, ce qu'on veut regarder un peu, c'est par où une entreprise comme la Fabrique, là, ou pas n'importe quelle entreprise, c'est vraiment par où commencer au niveau de l'automatisation puis de la robotisation. Ce qu'on veut partager, c'est vraiment de mettre les données puis les faits
de vraiment bien s'attacher à ça, parce que c'est ça qui va donner vraiment une bonne image de la réalité. Fait que d'entrée de jeu, c'est de bien définir son processus actuel. Fait que s'assurer de ne pas faire ça dans une discussion au coin de table. Sur, hey, on aimerait automatiser tel processus, puis on discute de qu'est-ce qui est fait actuellement, mais de vraiment bien définir, de bien le mapper. Des fois, il va se cacher quelques petites spécialités là, qui sont faites, qui ne sont pas trop documentées, mais qui sont faites seulement par expérience d'un opérateur qui est là depuis plusieurs années. Puis aussi, c'est d'identifier puis de bien définir puis chiffrer ses besoins. De ne pas se fier, des fois, on va se fier à notre feeling. On va dire, ah oui, j'ai souvent tel produit qui va passer sur ma ligne de production. C'est tout le temps très difficile à. C'est un produit qui est très difficile à passer, qui demande beaucoup d'énergie. Puis la réalité de ça, c'est que c'est un produit, quand on va regarder la donnée, il va peut-être passer, ça va peut-être représenter un 2 ou un 5 de notre volume de production, mais c'est juste qu'il est tellement hors norme ou il est tellement énergivore sur notre ligne on va sembler tout le temps s'attarder sur ce produit-là. Puis ne pas hésiter, quand on identifie un produit comme ça qui est à bas volume de production, de l'écarter peut-être du projet d'automatisation pour être sûr de garder un premier projet qui est simple et qui est garant de succès. Ensuite, j'aimerais ça glisser un mot sur faire attention à un peu votre vision du 4.0 et votre rêve. Souvent, quand on va demander à un manufacturier c'est quoi votre rêve, c'est quoi votre vision de l'industrie 4.0, on va entendre des choses comme ben moi, c'est une usine totalement robotisée, automatisée, qui va fonctionner les lumières fermées, qui va avoir une cadence de production hallucinante qui va répondre aux besoins actuels, aux besoins de croissance et futurs. Mais c'est de vraiment prendre un pas de recul sur votre vision de l'industrie 4.0. Voyez-la plus at large. Euh, Reculez-vous de l'entreprise, analysez ce qui est au niveau financier, ce qui est l'expérience client ou ce qui est de la production, puis essayez de voir comment la technologie peut venir challenger un peu votre modèle d'affaires. On prend par exemple une usine, là, pour être sûr de bien vulgariser, une usine qui va fabriquer des gâteaux, on va dire à haut volume. Donc, un seul modèle de gâteau qui va passer sur la ligne de production. Ce que le 4.0 peut permettre de faire dans ce cas-ci pour venir un peu challenger le modèle d'affaires serait d'inclure une plateforme web sur laquelle on peut aller faire un dessin qui va être appliqué directement sur le gâteau par soit il y a des systèmes d'impression alimentaire ou autre. Ça vient vraiment comme connecter notre client à notre processus de production. Fait que ça transforme un peu une entreprise qui normalement va faire du haut volume de gâteaux identiques en une entreprise qui fournit des gâteaux, on va dire, sur mesure à l'intérieur de certains barèmes. Donc, leur vision du 4.0 pour eux, c'est vraiment de connecter le client à la production puis lui donner une expérience technologique ou une expérience unique. Puis le robot, dans ce cas-ci, ou la technologie est vraiment un outil pour atteindre cette vision-là. Donc, je vous invite à essayer de vous détacher de votre vision de dire je veux des robots ou de l'automatisation partout, mais vraiment de se poser sur c'est quoi mon modèle d'affaires 4.0? C'est quoi mon entreprise de rêve 4.0? Puis après, vous irez chercher les outils qui vont vous permettre d'arriver à cette vision-là. Ensuite, on voulait faire d'entrée de jeu, c'est sûr qu'il y a il y a certains critères, là, il y a certaines particularités dans le domaine alimentaire qui sont à prendre en note ou à faire attention. Quand on regarde au niveau hygiène et sécurité alimentaire, c'est sûr que ce domaine-là, généralement, pas généralement, il est très bien normé. On a des spécifications à respecter, tout dépendamment, on se trouve où sur une chaîne de production alimentaire. Heureusement, il existe beaucoup de technologies aujourd'hui qui vont répondre à ces critères d'hygiène-là, à ces certifications, à différentes certifications qui vont nous permettre de déployer des technologies dans ce domaine-là. Le seul effet qu'on a réellement, c'est que oui, c'est peut-être un petit peu limité en termes, par exemple, si on regarde les robots en termes de modèles disponibles, mais c'est vraiment pas un bloqueur au niveau de robotisation. Mais c'est plus que ça vient, comme on sait tout, avec un peu de dollars de plus au niveau de la technologie, question de répondre aux normes. Aussi, c'est au niveau de la variabilité des produits dans le domaine alimentaire. Je mettrais l'emphase sur tout ce qui est domaine environnemental avec des intrants naturels. Le simple fait est que, par exemple, au niveau de la vision, je vais prendre le domaine du bois, par exemple, mais quand on va faire du classement de planches de bois, il n'y a vraiment aucune planche qui va être identique
la nature va apporter des effets qu'on ne pourra jamais vraiment contrôler ou s'attendre, qui vont venir ajouter certains défis, là. Donc, si vous touchez, par exemple, des produits céréaliers ou tout ce qui est intrant naturel, le poisson, par exemple, ou ainsi de suite, ça peut être un des défis. Heureusement, pour ce qui est de la vision industrielle, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a vraiment beaucoup d'avancements qui sont faits pour permettre vraiment d'excellentes analyses, d'excellents contrôles de qualité là-dedans. Ensuite, au niveau de traçabilité, donc des fois, ce qui est en lien surtout avec les produits bio, où ce qu'on demande quand même des critères serrés au niveau de la traçabilité, je dirais que l'enjeu dans ce cas-ci est à deux niveaux. Le premier, c'est d'ajouter la traçabilité de façon automatique, mais qui fait du sens par rapport au coût de produit. Par exemple, si on veut faire de la traçabilité avec des tags RFID, il faut s'assurer que le tag RFID qu'on choisit ne vient pas nous créer un enjeu au niveau de la rentabilité du produit, là. Si c'est, par exemple, la notion de base, c'est pas que le tag coûte plus cher que le produit. Puis l'autre défi, c'est vraiment juste de bien mapper le processus de traçabilité, de l'avoir, on va dire, écrit sur papier, là, ça ne sonne pas très 4.0, mais de vraiment avoir une bonne compréhension de toutes les avenues possibles pour être sûr que la logique de la traçabilité fasse le plus de sens puis qu'il n'y ait pas de porte échappatoire à aucun moment qu'on n'aurait pas vu venir dans le flot de l'information. Puis ensuite, c'est sûr, dans le domaine alimentaire, on voit beaucoup là, des hautes cadences de production. Donc, encore là, c'est de choisir les bons modèles de robots, les bons modèles de systèmes automatisés, de générer les systèmes de traitement de données qui vont être assez performants pour être capable de traiter ces hautes cadences-là. Ensuite, une fois que vous allez avoir bien défini qu'est-ce que vous voulez faire avec les données, vos cibles à atteindre, ben, c'est sûr qu'il faut trouver la solution. Le défi dans les projets d'automatisation, de robotisation, c'est que ça va impacter vraiment beaucoup de... Ça va englober beaucoup de domaines différents. Ça prend des connaissances en robotique, en automatisation. Puis quand on parle de connaissances en robotique, on va aussi parler de mécanique, de pneumatique, de- d'électronique, de programmation. Ensuite, ça prend les connaissances du procédé de production. Puis deux entreprises qui vont faire le même produit, par exemple, au niveau de la boulangerie, ils vont peut-être le faire de manière totalement différente. Donc, soyez conscients que généralement, chaque manufacturier, c'est eux qui vont être vraiment l'expert au niveau de maîtriser leur procédé de production. Puis ensuite, ça prend des connaissances, c'est sûr, en gestion de projet, être sûr de bien arrimer les choses, synchroniser les choses. Fait que, ce qui est à faire à cette étape-là, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce que j'ai à l'interne aujourd'hui comme connaissance que je maîtrise et j'ai une pleine confiance de les utiliser dans le déploiement d'un projet d'automatisation et de robotisation. Qu'est-ce que je maîtrise plus ou moins, que j'ai besoin de ressources à l'externe ou de former des gens, puis d'arrimer l'équipe qui va nous permettre de trouver la bonne solution. Peut-être aussi, là, y mettre un peu de grain de sel sur l'impact de votre vision long terme. Parce que oui, ça, c'est l'image que vous avez aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Voulez-vous développer un département en intelligence artificielle? Allez-vous à un département en automatisation? Est-ce que vos électromécanos veulent en prendre davantage? Puis de le prendre en considération, surtout dans la sélection des partenaires avec qui vous allez travailler, pour être sûr d'avoir les bons transferts de connaissances en cours de projet. Puis le but d'un premier projet, comme Boulanger La Fabrique a fait, c'est vraiment de faire rouler la balle de l'innovation. Ce qu'on veut, c'est vraiment viser idéalement un projet simple. Puis vous allez voir le REI dans leur slide avec Carl tantôt, ont vraiment un diagramme qui va illustrer comment identifier un peu le projet simple. Mais en débutant avec un projet simple, on va y aller avec plus faible coût, un ROI qui est plus intéressant, il va y avoir moins d'incertitudes. On va être en mesure de déployer un premier projet plus rapidement, développer des connaissances. Puis à la fin de ce projet-là, on va pouvoir se dire, OK, crème, on sait qu'est-ce que les systèmes automatisés peuvent faire, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que les robots peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ont de la misère à faire, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Fait qu'après ça, ça enlève des craintes, fait qu'on est en mesure d'attaquer des projets de plus en plus complexes ou de mieux arrimer le développement technologique qu'on veut avoir à l'interne avec notre vision de croissance au niveau de la production. Euh, Ensuite, on voulait faire un retour, un retour, un retour sur l'investissement. Mathieu en a parlé d'entrée de jeu. Ce qu'on recommande avant toute chose pour le faire, c'est vraiment de commencer par calculer vous-même votre retour sur l'investissement.
Puis, commencez pas avec uniquement les salaires. Au niveau de la production, on dit on va remplacer 2 personnes. Voici les salaires, les avantages sociaux, les avantages sociaux, puis je veux un payback sur 2, 3 ou 4 ans. Parce que la plupart du temps, dans les dernières années, je dirais à peu près à 95% du temps, puis c'est juste pour pas dire 100%, l'installation de technologie chez les entreprises manufacturières ne feront pas réduire votre talon de paye, votre payroll à la fin de la semaine. Donc, est-ce que c'est vraiment la façon de calculer le bon ROI? C'est une façon rapide, c'est le réflexe qu'on a développé avec les années, mais si on se pose une question plus loin, OK, j'ai 2 employés qui s'affairent à une tâche X qui vont être remplacés, entre guillemets, par la robotisation, l'automatisation. OK, j'ai fait quoi avec ces employés-là? Où est-ce que je les ai relocalisés? C'est quoi la valeur de qu'est-ce qu'ils produisent aujourd'hui? Qu'est-ce que ça me donne après 1 an? Qu'est-ce que ça me donne après 2 ans? OK, mon gain il est peut-être beaucoup plus intéressant là que de dire je sauve des salaires sur ma ligne de production. Ensuite, c'est de regarder de le regarder vraiment de tous les angles, de ne pas hésiter à poser des questions aux gens à la qualité, aux gens à la sécurité, aux gens à l'administration. Est-ce que je vais avoir une augmentation de production? Est-ce que je vais avoir une diminution des rejets? Est-ce que je vais avoir des économies de matières premières? Enlever l'espace plancher, les frais d'électricité? Est-ce que je vais être capable de diminuer mon inventaire parce que j'ai une production plus rapide? Puis je suis capable de vérifier avec les comptables, les gens d'administration, c'est quoi vraiment l'impact, comment je peux mesurer une réduction d'inventaire pour le rentrer dans mon retour sur l'investissement. L'autre aspect que les gens négligent souvent, mais qu'on essaie de sensibiliser les manufacturiers, c'est aujourd'hui, on peut parler de numérisation du savoir-faire. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la main-d'œuvre, oui, elle est rare, mais elle est aussi vieillissante. La main-d'œuvre qui est vieillissante, on visite des clients où ce qu'on a des gens dans les usines de production qui font la même tâche depuis des années, puis qui ont développé des réflexes, qui ont des connaissances qui sont vraiment longues à acquérir, qui ont été acquises par l'expérience. Le meilleur exemple qu'on a, c'est au niveau du poulet. Donc, quand on va traiter du poulet, le poulet va arriver en lot, puis normalement, il y a un poids qui est associé au poulet, puis le poulet va pouvoir être décortiqué et envoyé en différents SKU pour les ailes, les poitrines, et ainsi de suite. Puis ça va être basé sur le poids, puis sur les commandes qu'on a en cours, mais on ne peut pas dire, ah ben, aujourd'hui, je vais trier, je vais faire le traitement de mes ailes de poulet, puis je vais regarder dans 2 jours la poitrine, je vais faire quoi avec. C'est vraiment décidé sur le fly, comme on dit. Donc, c'est une personne qui est là depuis des années, qui va décider, OK, bon, ben mon poulet va se catégoriser avec un poids pour remplir une commande de poitrine pour tel client. OK, ben normalement, j'ai pas de commande encore pour mes ailes, mais si j'ai des ailes de tel format, basées sur mes commandes dans le passé, ce que je m'attends de mon forecast de vente, je vais les mettre en tel SKU. Fait que la personne qui est là aujourd'hui depuis 10, 15, 20 ans, qui fait le traitement de ça, avec le temps, elle a développé de l'expertise qui n'est pas numérisée, qui est basée vraiment sur l'expérience. Mais si on prend cette personne-là et on l'enlève une journée ou une semaine, là, ça peut vraiment faire mal. Fait que des fois, c'est de se poser des questions à dire, est-ce que je peux mathématiquement aller chercher cette information-là, numériser le savoir-faire? Donc, est-ce que je peux développer un algorithme qui va prendre cette décision-là? Puis c'est maintenant l'entreprise qui va être propriétaire de ce savoir-faire-là. Après ça, de regarder comment je peux le chiffrer. Parce qu'après ça, je pourrais garder le processus manuel ou virer en automatique. Mais j'ai vraiment gagné sur un savoir-faire. Puis ça va peut-être ouvrir d'autres portes aussi à maximiser. Euh, L'outil qu'on va développer va peut-être être même avoir des meilleurs réflexes parce qu'il va être connecté aux ventes en temps réel, aux forecasts de vente, aux ventes dans le passé, et ainsi de suite. Donc, après avoir vraiment fait le tour de qu'est-ce que je suis capable de contrôler à l'interne, c'est là qu'on vous invite à se tourner vers les montants des subventions. Puis à ce moment-là, on ose espérer, si vous avez ciblé un bon projet, que les subventions vont venir être un peu le glaçage là, sur le gâteau pour venir vous aider à être encore plus rapide. Puis ensuite, c'est simplement de valider les délais au niveau des subventions. Il y a des subventions qui vont ouvrir, qui vont fermer, des budgets qui sont restrictifs, des budgets qui sont plus intéressants. Puis de voir est-ce que la subvention qui est disponible, est-ce que je peux lancer mon projet tout de suite, qui a un payback intéressant, puis quand la subvention va arriver, qu'est-ce qui est le plus rapide pour moi à mettre en place?
Fait que je vous invite aussi à challenger ça à l'interne dans vos calculs de retour sur l'investissement. Ensuite, on va tomber un peu plus, on va dire, en cours de projet. Au niveau des bonnes pratiques, là, la première, c'est vraiment la planification de la gestion rigoureuse. Il ne faut pas que le projet d'innovation, le projet d'automatisation soit un projet du style on va donner ça comme mandat à nos électromécanos qui vont pouvoir faire ça quand ils auront 2 minutes. Parce que c'est la meilleure façon pour laisser un projet de côté qui va être sur la glace, va se réveiller, dormir, puis finalement, au bout d'un an, on n'a rien avancé. Fait que c'est vraiment de le prioriser, de définir c'est quoi nos objectifs, quand on veut réaliser le projet, c'est quoi le timeline, c'est quoi les rôles de chacun des membres dans l'équipe de projet. C'est important de décomposer le projet en tâches. On a des projets on a des tâches qui vont être reliées au procédé, des tâches qui vont être reliées à la conception, des tâches reliées à la planification de la mise en route, à la sécurité machine, et ainsi de suite. Puis d'établir un calendrier, puis un plan de projet. Puis c'est ce plan de projet-là qu'il faut suivre, qu'il faut mettre à jour. Fait que quand on parlait d'une gestion rigoureuse, c'est vraiment de garder ça up-to-date, d'avoir des réunions d'équipe, s'assurer de discuter des défis qu'on va rencontrer en cours de route, des avancements, des bloqueurs, et ainsi de suite. Fait que, grosso modo, je pense que la plupart des entreprises sont capables de faire à l'interne une bonne gestion de projet d'innovation. C'est vraiment ce qu'on voit dans le manufacturier, c'est vraiment priorisez-le, mettez l'emphase sur ceci, puis faites pas de votre projet d'innovation un quand je vais avoir le temps. Ensuite, communication et formation de l'équipe. Tout de suite d'entrée de jeu, vous pouvez l'annoncer, c'est vraiment pas de supprimer des postes, là. Ah, J'ai jamais 100% raison, mais ça se pourrait que ça soit le cas, mais vous voyez comment vous communiquez, mais dans la majorité des cas, on fait aucune suppression de poste en faisant un déploiement d'une solution technologique sur une ligne de production. Puis, impliquez vos gens. La plupart des réticences qu'on voit dans le manufacturier, c'est principalement les opérateurs, ou tantôt Mathieu parlait des boulangers, c'est si vous impliquez pas les gens, c'est parce que vous allez leur imposer de travailler avec une solution qu'une personne X de l'entreprise va arriver. Puis c'est sûr que en tout cas, la majorité des gens, là, quand on se fait imposer quelque chose, la réticence est beaucoup plus forte. Fait qu'impliquez-les, allez chercher les idées, allez chercher leurs commentaires, leur façon de faire. Puis, tu sais, comme je vous dis, ça va être pertinent aussi, ça va être payant pour vous, parce que souvent, il y a des trucs qu'eux vont faire par réflexe parce qu'ils font le poste depuis plusieurs années. Ben, vous allez être capable d'aller la chercher, cette information-là. Fait que la formation est clé, puis faites attention, reposez pas votre formation sur une seule personne. Ça est arrivé qu'on a vu des entreprises manufacturières développer une ressource en robotique, puis demander à cette ressource-là de faire une cellule robot, une cellule automatisée. Puis cette ressource-là, la main-d'œuvre est quand même très volatile aussi, là, donc cette ressource-là est partie, puis on se retrouve avec plus rien au niveau connaissance en automatisation. Fait que, impliquez votre monde, assurez-vous d'être plus qu'une personne pour sécuriser votre investissement. Ensuite, il y a la gestion du changement. La majorité des projets, là, c'est un peu une réalité qu'on voit, là, va suivre la courbe de deuil, là, qui est la courbe de gestion du changement. Au début, vous allez voir, là, vous allez travailler les idées du nouveau projet, puis vous allez partir là, sur un nuage de dire comme le robot, la solution automatique va tout faire, elle va répondre à tous mes critères. Je vais genre doubler ma ligne de production, je toucherai jamais à ça, la fin de semaine, tout va rouler. Puis vous allez partir vraiment avec j'ai trouvé la solution, j'aurai plus aucun problème dans le futur. Puis tranquillement, vous allez voir, tu sais, il y a une période de conception, dépendamment du projet, mais il y a une période de conception, de mise en route, de test, de formation et tout ça. Puis souvent, ça va lever une période d'inquiétude. Une période de ah, OK, ben je pensais pas que j'allais devoir avoir à peser sur ce bouton-là, à recharger le chargeur de crème ou ainsi de suite. Donc, il va y avoir une genre de baisse de démotivation face au projet. Puis l'important, c'est de continuer à travailler la communication, continuer de suivre le plan de projet, continuer d'éduquer, de former nos gens. Puis la courbe va reprendre en montant, puis on va retrouver l'espoir, puis un peu la bonne foi en ce projet-là. Puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'entreprises qui passent par cette espèce
de creux de vague-là, mais ceux qui sont réalistes, puis qui sont en ligne avec leur vision, puis qui gèrent leur projet, qui le mettent en priorité, qui adressent les choses, qui surmontent les défis, reprennent la pente, puis un peu comme Mathieu aujourd'hui, s'en vont en pleine confiance là, dans la phase 2 de leur projet. Puis ensuite, dans les derniers points, là, c'est objectif et optimisation. Là. Il faut vraiment, là, en gros, là, c'est viser une mise en route de votre système, automatisé ou robotisé, puis assumer d'entrée de jeu qu'il ne sera pas 100%, il va toujours avoir place à améliorer cette solution-là. C'est ce qui arrive avec beaucoup de solutions technologiques, principalement aussi tout ce qui touche l'intelligence artificielle, c'est que les modèles vont s'améliorer avec le temps. Donc, assumez ça d'entrée de jeu. Donc, soyez prêts à la mettre en route et ensuite l'améliorer. Puis aussi, faites attention, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, assurez-vous de bien documenter, de prendre les statistiques, de prendre les causes d'arrêt machine, et ainsi de suite, pour ensuite pouvoir faire de l'amélioration. Puis faites vos améliorations étape par étape. Essayez pas de faire une grosse amélioration sur un équipement qui roule déjà très bien, parce que si jamais il y a une amélioration qui ne fonctionne pas, c'est plus dur d'identifier la source de problème. Puis si jamais on a une grosse augmentation de production, ben, ça va être dur de dire, OK, qu'est-ce qui était le plus pertinent dans ce que je viens de faire dans mon amélioration de ma machine. Donc, en gros, là, pour conclure là, un peu cette présentation-là au niveau des différentes étapes pour mettre en place un projet de robotisation, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment que vous soyez conscient un peu de qu'est-ce qui vous attend, plus que vous êtes conscient de la réalité de c'est quoi travailler un projet d'innovation, plus facile il va être à traverser au travers, que ce soit un projet simple ou plus complexe. Donc, en résumé, d'entrée de jeu, laissez parler les données et les faits, laissez de côté les feelings quand vous allez définir votre projet. Segmentez votre vision. Visez pas quelque chose que vous dites, hey, dans 10 ans, je vais être rendu là, puis je vais automatiser pour mon 10 ans tout de suite. Ensuite, impliquez votre monde, puis n'oubliez pas qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on n'est pas capable de mesurer. Merci beaucoup pour l'écoute de la présentation. Merci beaucoup, M. Paré. C'était très intéressant de vous écouter puis de comprendre qu'est-ce que c'est, toute cette démarche-là et tous les éléments à considérer quand on est dans un projet là, de cette ampleur-là. Merci encore, M. Paré, pour votre segment. Je profite maintenant. Je m'excuse. Oui. Avant de passer, on a 2 questions dans le clavardage. Là. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. On a Mme Morancy qui nous demande si vous vous déplacez dans les entreprises pour voir nos besoins d'automatisation. Oui, c'est une des premières étapes qu'on fait pour se déplacer dans les entreprises, pour marcher la ligne de production, identifier les projets potentiels. Puis le Royer aussi va en parler avec l'usine bleue de qu'est-ce qu'eux peuvent faire aussi. Là. Parfait. Merci. Et on a une dernière question. Oui, est-ce qu'il y a du financement présentement là, au MAPAC? Malheureusement, pour le moment, le programme là, d'automatisation, robotisation qu'on connaît sous le nom de programme PTA, il est présentement fermé parce qu'il a atteint ses limites budgétaires. Donc, pour le moment, là, il n'y a rien au niveau du MAPAC à cet effet-là. Puis j'ajouterais aussi, là, je pense que Carl va sûrement être d'accord avec moi, mais si vous avez un projet d'innovation, n'attendez pas l'ouverture des programmes. C'est vraiment de vous préparer en amont. Parce que quand l'ouverture des programmes va se faire, plus on est prêt, plus qu'on va pouvoir aller chercher les sous disponibles. Puis vous allez peut-être découvrir que les projets sont vraiment payants puis décider de les faire immédiatement. Fait que c'est d'entrer en contact, c'est les gens qui travaillent avec Carl, les gens chez RevTech, on est dans l'innovation tous les jours. Fait qu'on se promène avec un gros coffre d'outils rouge rempli de technologie. Puis n'hésitez pas à venir à nous solliciter pour voir qu'est-ce qu'on aurait dans le coffre qui pourrait vous aider. C'est un bon point, M. Paré. Merci beaucoup pour la précision. Donc, il est temps maintenant de passer à notre deuxième conférencier. Je vous présente là, dès maintenant M. Carl Fugère. M. Fugère est un entrepreneur d'expérience. Il a lancé l'initiative Usine Bleue pour soutenir les PME manufacturières dans leurs défis de main-d'œuvre avec un programme de coaching pour accélérer leur transformation.
Il est soutenu par un réseau de ressources bleues comprenant plus d'une centaine de membres dans la fabrication avancée et le savoir-faire dans la mise en œuvre des technologies d'automatisation industrielle au Québec. Donc, M. Fugère, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme Dagenet. Donc, bienvenue à tous pour ce dernier segment. En fait, nous, on est le RAI. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que le RAI, mais on est dédié à transformer nos PME manufacturières sur notre voie rapide d'automatisation. Évidemment, on est supporté par des partenaires au niveau de l'usine bleue et du RAI, au niveau du ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec, avec l'initiative Productivité et Innovation et le Fonds de solidarité FTQ. Sans plus tarder, juste rapidement, le RAI, en quelques chiffres, on est un OBNL, donc on est un organisme à but non lucratif sectoriel qui existe depuis 19 ans déjà. On a été fondé en 2005, on a plus de 130 membres certifiés, on couvre 5 filières sectorielles et on couvre en fait tous les secteurs, mais principalement 5 filières sectorielles, la filière batterie, métal, logistique, matériaux et alimentaire, évidemment. On a fait au-dessus de 175 interventions avec notre usine bleue jusqu'à maintenant. On représente un bassin de près de 8000 talents de haute qualité, dont REFTEC est un de nos membres, entre autres. Nos membres procèdent à plus de 700 collaborations par année, donc ça donne à peu près 5,4 collaborations par membre, là, pour toutes sortes de raisons, là, recherche et développement, commercialisation, co-développement de produits. On a au-dessus de 125 événements qu'on a organisés sectoriels dans le domaine manufacturier au niveau de la promotion de l'automatisation. Et on a réalisé également une étude sur la fabrication de pointe au Québec en 2019. Donc, on est au fait de ce qui se passe au niveau de l'automatisation. On est une organisation qui est pas née de la dernière pluie, comme on pourrait dire. On existe déjà depuis 19 ans et on est là pour faire justement démocratiser les bienfaits de l'automatisation. Rapidement, on a été appuyé par le programme l'OTN, l'Offensive de transformation numérique que le gouvernement a lancé il y a 3 ans. Nous, on est bénéficiaires d'une portion de cette enveloppe-là et ça nous permet d'accompagner nos manufacturiers qui ont des potentiels projets en tête ou des problèmes à résoudre au niveau de leur ligne de production, hein, les fameux goulots. Puis nous, la première étape, c'est vraiment de travailler ensemble au niveau d'une visite smart. Ce qui est intéressant de travailler avec nous, c'est que comme on est un organisme à but non lucratif, tous nos experts en automatisation à l'intérieur du RAI puis de l'usine bleue qui interviennent avec nos clients le font de façon neutre. Nous, on n'a absolument rien à vous vendre en bout de ligne. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous donner les meilleurs conseils possibles pour le bienfait de votre entreprise. Évidemment, tout le monde essaie de faire ça, mais tout le monde est un peu teinté un peu de ce qu'ils font comme type de technologie. Donc, tous les fournisseurs ont différents types de spécialités. Donc, on peut vous aider vraiment à s'y retrouver là-dedans. Comme disait Alex tantôt, ça devient un peu un gros puzzle à mettre en place, hein, quand on décide d'initier un projet d'automatisation. Il y a plusieurs intervenants à prendre en considération. Fait que l'objectif de faire une analyse SMART qu'on vous livre au bout de 14 jours là, du moment où on a fait la visite chez vous, là, on fait vraiment une visite complète. Là, on reste le temps qu'il faut pour bien analyser vos besoins. Puis l'objectif là-dedans, c'est de rassembler les données les plus importantes aussi par rapport à ce projet-là, évidemment, parce que les données, il y en a un paquet dans une entreprise, mais ils ne sont pas toujours pertinentes, chacune de ces données-là. Donc, aussi, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir de l'avis d'experts notes pour qualifier vos projets. Parce que des fois, vous pouvez peut-être avoir des idées de projets ou des fois, vous avez juste identifié des enjeux à résoudre, mais vous n'avez aucune idée quel type de technologie pourrait répondre à ces enjeux-là. Ensuite, on va vous donner une fourchette budgétaire puis les gains de valeur du projet, le fameux retour sur investissement. Nous, on aime mieux à parler en termes de gains de valeur que de retour sur investissement direct parce que des fois, les entreprises ont des prérogatives au niveau des retours sur investissement, puis des fois, il faut ouvrir nos horizons un petit peu plus larges. Ensuite, ça va vous permettre de qualifier vos projets pour partager vos recommandations, soit à la direction, votre conseil d'administration, ou des fois, on travaille avec des directeurs d'usine qui ont à présenter des projets au président. Donc, ça vous permet aussi de bien exposer les projets. Puis, au bout de la ligne, vous allez gagner du temps, de l'argent, vous allez réduire vos risques, puis le projet va être plus viable par la même occasion. Au niveau des exemples de solutions technologiques, évidemment, quand on rencontre les manufacturiers, souvent, ils ont fait des salons, ils ont regardé des vidéos sur YouTube, ils ont été séduits des fois par des technologies, tu sais, puis ça arrive très, très, très fréquemment. Puis généralement, on a 2 types de technologies qu'on regarde. On a soit les opérations manufacturières, on parle de robotique, d'équipements dédiés, les AGV, les AMR, bon, sans toutes les nommer, puis en plus, on a les tâches transactionnelles. Fait que c'est vraiment 2 familles de technologies, puis un coup qu'on a identifié
un peu plus c'est quoi, vers quoi vous avez besoin, bien, on est en mesure d'essayer de regarder c'est quel type de projet qu'on devrait faire versus le besoin et la technologie qui a peut-être été identifiée au préalable. Puis ce qu'on essaye de faire avec ces visites-là, qui est super important, bien, c'est d'arriver à cartographier le bon projet. Parce qu'il peut y avoir différents types de projets aux besoins. Puis généralement, on essaye d'aller avec des gains rapides pour avoir un fort impact avec le moindre effort possible. Évidemment, ça demande toujours un effort d'implanter des technologies, mais quand on regarde aussi de l'autre côté, bien, ça demande des fois des grands efforts avec un fort impact, mais ça devient un projet majeur. Puis quand on est à nos premiers projets d'automatisation, généralement, on essaye de vous faire focuser sur des plus petits projets qui ont un haut taux de réussite. Parce que l'importance d'un succès dans un premier projet d'automatisation est super importante. Tantôt, Alex l'a si bien dit, impliquez vos équipes. Ça, c'est important de vraiment avoir le pouls de tout le monde sur le plancher pour ne pas avoir l'impression que les employés ont l'impression que vous leur rentrez un projet dans la gorge le plus possible. Fait que quand on est capable d'aller impliquer nos équipes, bien, les besoins viennent naturellement du plancher, puis les équipes de plancher sont directement concernées. Fait que ce qu'on essaye de faire en bout de ligne pour aller un petit peu plus rapidement, c'est qu'on essaie d'éviter justement tout ce qui est en bas, le petit effort avec un faible impact, puis les grands efforts avec un faible impact, c'est à oublier. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Des fois, on tombe en amour avec une technologie, mais des fois, il ne faut pas oublier que l'amour, des fois, rend aveugle. Et l'important, c'est surtout de régler vos enjeux et non d'être séduit par une technologie puis d'avoir absolument un projet robot à l'interne. Parce que des fois, oui, le robot peut être applicable, mais des fois, ça peut être totalement le contraire, parce qu'on peut arriver un peu plus avec l'automatisation conventionnelle à arriver au même résultat. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Ensuite, bien, quand on fait la sélection d'un projet cible, ce qui est super important, bien, c'est surtout de considérer 4 critères. Votre niveau de maturité du client, le niveau de simplicité du projet, le niveau d'investissement requis, puis le niveau des gains que le projet va apporter au client. Fait que dans ce cas-ci, bien, on a analysé avec ces échelles-là, puis on a des matrices de calcul pour vous aider à identifier les projets. Puis, dans ce cas-ci, ça serait le projet de robot soudeur qui aurait été identifié parce qu'il y a une cote plus élevée. Un coup qu'on est en mesure de vous donner un rapport, puis ça, c'est tout un peu, en fait, c'est du travail qu'on fait lors de la visite et la remise du rapport. L'idée là-dedans, c'est de vous donner des indications, de la vidéo pour cerner la technologie précisément de ce que ça pourrait faire. Vous donner une fourchette budgétaire également. On voit ici, là, ça représente un budget entre 250 et 400. Évidemment, à cette étape-là, on est à l'étape de la fourchette. Quand on va avancer dans notre processus d'accompagnement, si vous décidez d'aller un petit peu plus loin, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, mais à partir de là, on va préciser encore plus le prix. Donc, l'idée, c'est juste au moins d'avoir une fourchette au départ, puis de vous donner une idée de ce que, mettons, un projet de robot de soudure, ça pourrait remplacer de 3 à 5 soudeurs. Encore là, comme Alex disait tantôt, c'est pas nécessairement des remplacer ces personnes-là. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les ressources sont relocalisées ailleurs, ou souvent, ça vient combler des postes qui étaient très difficiles à combler. Donc, des fois, c'est des postes qui ont un haut taux de roulement parce que c'est très difficile à faire. Puis, à partir de là aussi, on vous donne le timeline en moyenne d'un genre de projet comme ça, comment ça pourrait prendre de temps, incluant le travail que nous, on fait avec vous en amont et le travail que vous ferez, exemple, avec un RevTech système de ce monde, qui est un de nos membres, qui peut continuer la portion d'accompagnement avec vous. Donc, aussi, également, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les gains de valeur, comme on disait tantôt. L'idée là-dedans, c'est pas d'arriver avec une formule scientifique très précise, mais juste de dégager à vol d'oiseau à cette étape-là les grandes lignes de ce que le projet peut nous apporter en gain de valeur. Fait que ce qui va avoir un gain de valeur sur les immobilisations, les équipements sous-utilisés. Si on a un goulot qui est juste positionné en avant d'une machine qui vaut 500 000, ben cette machine-là, elle roule, exemple, à juste 60 % du temps ou 65 % du temps, donc elle a un 35 % qui est en arrêt à cause du goulot qui la précède, ben on peut aller chercher de la capitalisation là-dessus. Sans rentrer en détail dans toutes les pastilles, l'idée là-dedans, c'est d'essayer de gratter partout au niveau de l'efficacité, parce qu'Alex en a parlé tantôt, ça peut être sur plein de choses, la diminution de coûts de production, bon, ça peut être l'augmentation de la cadence de production, l'augmentation des ventes qui vont en découler. Donc, c'est important de prendre tout en considération, pas juste se fier, comme Alex disait tantôt, ça va remplacer 2 personnes,
sont payés tant par année, puis tout ça. C'est un calcul rapide à faire qu'on peut considérer, mais en même temps, il faut essayer de ratisser le plus large possible. Parce que quand on implante de la technologie, ça a un effet quand même assez disruptif, comme on dit là, en bon franglais. Ben, c'est important aussi de le considérer aussi. Fait que dans ce cas-là, on aurait un exemple qu'on pourrait avoir un gain potentiel de 60 000 par année, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Ensuite, au niveau de la deuxième étape, un coup qu'on a fait notre visite SMART, il y a eu le rapport, là, vous êtes en prise de décision, en fait, si vous décidez de continuer le processus d'accompagnement avec nous, parce qu'on a fait exactement cette portion-là de visite pour juste vous assurer qu'à vol d'oiseau, avec un premier aperçu avec des experts en automatisation, on peut savoir la direction du vent, comme on dit, puis on peut savoir si on s'en va dans la bonne direction, si c'est un projet qui est adéquat pour nous. Puis un coup que c'est le cas, là, mettons le projet est adéquat pour vous, mais là, on passe à l'étape de jumelage et analyse SMART. À partir de là, ben, nous, on vous organise un jumelage selon vos critères qu'on aurait établis ensemble. On envoie une main levée dans notre réseau. Puis ça vous permet vraiment, avec notre jumelage SMART, de trouver ce que vous ne trouverez jamais sur Google. Oui, vous allez pouvoir trouver peut-être des fournisseurs sur Google, mais nous, c'est vraiment un accompagnement VIP qu'on vous donne. Autrement dit, on va vous trouver les meilleures ressources qui sont aptes, qui sont disponibles à l'heure actuelle aussi. Parce que vous pouvez trouver des entreprises, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont de la place dans leur carnet de commandes. Il y en a des fois qui sont bookés pour 9 mois déjà d'avance. Nous, on a l'avantage d'avoir un gros réseau d'experts en automatisation qui peuvent nous donner le pouls à l'heure actuelle s'ils ont de la disponibilité ou pas. Fait que ça, c'est intéressant. Puis à partir de là, bon, on les choisit selon vos critères. Ça, c'est super important parce que c'est vous qui choisissez en bout de ligne. Nous, on est un peu comme des valets qui allons répondre à vos besoins. Puis à partir de là, ben, on vous aide à accélérer le processus de trouver les membres, puis de trouver des fournisseurs, puis de les challenger également. Tout ça, c'est toujours accompagné par nous. Puis après ça, un coup qu'on a identifié une ressource sur les 3 avec laquelle vous voulez collaborer, ben, on vous permet de poursuivre, de venir compléter la visite, ce qu'on a fait, la visite SMART, avec l'analyse SMART que le membre sélectionné va pouvoir faire. Puis ça va se retrouver avec la section 2 de notre cahier de projet, la section qui est de l'analyse du projet. Un coup que tout ça est fait, puis le projet, ben, il vous intéresse de mettre de l'avant parce que l'analyse est concluante, ça vient corroborer ce que nous, on aura fait en amont. Ben, à partir de là, ben, on peut faire l'activation du financement. C'est Roxane, ma collègue, qui est juste avec moi ici aujourd'hui, Roxane Davio, qui s'occupe de toute la portion financement des projets avec vous. Puis à partir de là, ben, on peut vous accompagner, on vous met en contact avec les bonnes personnes. Le but de ça, c'est vraiment de vous donner un boost au niveau de votre financement. Parce que c'est important, on a beau travailler un projet en amont, mais si on ne s'est pas occupé du financement en parallèle de ça, ben, on peut avoir un certain gap entre 6 et 9 mois si le financement a été amorcé beaucoup plus tard. Donc, ça vient vous ralentir dans vos projets puis dans votre retour sur investissement ultimement. L'objectif après ça, ben, c'est de finaliser la dernière phase d'accompagnement, c'est le cahier de projet SMART. En fait, l'idée pour ça, c'est vraiment de vous permettre de commencer à piloter votre projet. Nous, on devient vos copilotes à partir de ce moment-là, puis vous pouvez piloter votre projet avec le membre qui a été sélectionné. L'objectif, nous, on est vraiment là pour accélérer les projets, amener du vecteur dans vos projets et non pour être des roches dans les souliers ou pour ralentir les projets. On connaît les bonnes pratiques d'affaires des projets d'automatisation, fait qu'on faut nous voir un peu comme les deux petits trous qu'on met sur le bord de bicycle de notre kid quand on lui apprend à faire du vélo, bien, ça nous permet juste de garder le bon équilibre. Puis nous, on est là vraiment juste pour vous aider. Ça, c'est un genre d'exemple de projet qui est modélisé, mettons, qui a été modélisé dans un autre projet. C'est un projet qui était dans le domaine du pliage, là, de faire un côté mâle, côté femelle, avec des panneaux d'aluminium, en fait. Puis l'objectif de ça, c'était vraiment de diminuer les coûts de CNSST, d'augmenter la cadence de production. Puis c'était une job qui était assez plate à faire, donc il y avait un gros taux de roulement pour ce travail-là. Fait que l'objectif, c'était vraiment de définir toute l'opération qu'il allait avoir, puis dans une séquence déjà prédéfinie. Rapidement, les 4 sections de notre cahier de projet, puis c'est ce qui totalise le projet qui vient conclure notre projet, où un coup qu'on a ce document-là, ben, la personne qui reçoit ça, soit votre banquier, soit les gens sur Investissement Québec, tous ceux qui ont rapport à financer le projet ou les membres de votre CA sur vos entreprises, ben, sont en mesure d'avoir tout le portrait global du projet, donc profil analyse de votre entreprise, l'analyse du projet, le concept préliminaire du projet d'automatisation, puis le budget, les gains de valeur, le financement, le montage financier. Fait à la fin, on se retrouve avec un cahier vraiment, vraiment complet pour répondre à toutes les prérogatives que les
les intervenants pourraient avoir autour de ce projet-là. Fait que rapidement, parce que le temps presse, puis je veux qu'on se garde un peu une période de questions, pour faire un petit recap rapide, c'est un peu notre parcours client. Là, on commence avec la visite SMART. Après ça, on fait toute la portion jumelage, analyse SMART. Il y a l'activation du financement qui vient par la suite si le projet décide d'aller de l'avant par vous. Puis après ça, bien, il y a toute la portion cahier. Là, on réunit votre équipe. Puis après ça, un coup que le cahier de projet est sorti, Investissement Québec et les parties prenantes de subventions et tout ça, vous avez déposé des projets, peuvent avoir ce cahier-là. Puis là, bien, vous avez tout en main. Si vous avez votre financement, vous avez votre cahier de projet, vous avez validé votre membre aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans toute la portion du cahier de projet, vous avez 60 jours pour travailler, exemple, avec RevTech System, pour voir est-ce que ça colle avec mon entreprise, est-ce qu'on s'entend bien avec cette équipe-là, puis là, vous n'avez même pas signé un PO encore. Fait qu'à partir de là, c'est super intéressant parce que si l'expérience est bonne, ça vous a permis de tester la relation avec un fournisseur potentiel, puis après ça, bien, vous êtes prête à démarrer le projet avec eux pour faire l'ingénierie détaillée puis l'exécution du projet, bref, la réalisation de votre projet d'automatisation. Fait que c'est ce qui représente notre programme d'accompagnement. Évidemment, la première étape, parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a 3 étapes qu'on vous a indiquées, il y a un coût pour chaque étape, mais évidemment, on a fait notre programme d'accompagnement pour que ce soit justement seulement ceux qui veulent vraiment aller plus loin, qui vont payer pour les étapes d'après, en fait. Parce que la première étape, elle vaut 5 000 $ en ce moment, ce qu'on fait comme type de travail. Puis, ben, avec l'aide du ministère de l'Économie et de l'Innovation, on est en mesure de vous réduire un 2 000 $ de ça. Fait qu'au final, vous allez payer 3 000 $ seulement là, pour notre visite, le rapport de visite SMART. Donc, c'est vraiment, honnêtement, c'est un offre vraiment à ne pas passer à côté. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'il nous reste seulement 25 places présentement pour notre enveloppe parce qu'on avait une quantité limitée de projets qu'on pouvait accepter. Donc, il nous reste encore de la place. On est déjà rendu presque à la fin novembre au niveau du booking de nos visites présentement. Donc, on commence déjà à en planifier pour le mois de janvier, février et mars parce que nous, faut avoir fait nos projets avant le mois de mars, le 30 mars, parce que l'enveloppe finit à cette date-là. Donc, ne tardez pas pour profiter de cette occasion-là. S'il y en a qui veulent juste peut-être prendre votre caméra, balayer le code QR, ça va vous mener directement sur le site de l'usine bleue. Vous avez un petit formulaire à remplir. On va vous faire 2 aiguillages, en fait, complètement gratuits pour écouter c'est quoi vous avez. On peut répondre à vos questions, tout ça. Donc, ça, c'est complètement gratuit. Nous, on a inclus ça dans justement, dans notre programme, dans notre enveloppe pour vous aider à démocratiser un peu tout ça puis poser des questions là, avant même de signer quelques ententes que ce soit. Donc, on est vraiment là pour vous donner un coup de main. Puis, ça va vraiment nous faire plaisir de vous rencontrer. Sandra, je te cède la parole peut-être pour la période de questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Si jamais on n'a pas le temps d'en répondre, ben, venez sur l'usine bleue. Cédulez-vous une petite rencontre. C'est des rencontres de 30 minutes. Puis à partir de là, ben, vous allez pouvoir toutes nous poser vos questions également. Donc, ben, merci pour ce parcours rapide mais très complet de votre offre de service et de voir comment on peut accompagner les gens. Mais je pense que vous l'avez bien dit, là, si jamais il y a des questions, étant donné que les conférences seront disponibles, les gens auront vos coordonnées, là, autant à vous qu'à M. Paré là, chez RevTech. Donc, je crois là, qu'ils pourront vous communiquer directement là, avec vous ou avec leur conseiller régional du MAPAC pour avoir là, des renseignements là, plus pointus et plus à fond sur comment instaurer leur premier projet. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre webinaire. J'espère que vous avez là, apprécié. Je remercie chaleureusement nos 2 conférenciers, ainsi que messieurs Veilleux et monsieur Côté de RevTech là, pour le témoignage et la capsule vidéo. Il y a quand même aussi beaucoup d'heures qui ont été passées là, à cette réalisation-là. Donc, merci messieurs. Je ne voudrais pas passer sous silence le travail du comité organisateur qui était composé de Mme Roxane Davio, Mme Julie Chabot, Mme Véronique Bousquet et moi-même.
Nous allons vous envoyer au cours de l'après-midi un court sondage par courriel et je crois que ma collègue là, Véronique vient tout juste de le mettre dans le clavardage. Vous pouvez là, le balayer avec votre téléphone et vous aurez accès tout de suite là, au sondage. Bien sûr, on va apprécier que vous puissiez répondre à ce sondage-là pour justement avoir là, un retour. Et le webinaire, comme on vous l'a dit tantôt, il sera disponible sur la page YouTube là, dans quelques temps. Nous vous enverrons aussi là, les copies des conférences si nos conférenciers là, nous le permettent. Donc là-dessus, je vous remercie encore et je vous souhaite un très bel après-midi.